19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Et bonsoir à tous, et vous êtes sur l'antenne de Beurre FM. Nous sommes le lundi 17 février, excusez-moi, et c'est l'heure de Time Sport, votre quotidien sportif comme chaque soir de 19h à 20h. Au menu de cette émission, on reviendra sur Josefa Guidicelli, président du collectif des victimes du 5 mai 1992 du côté de Bastia. Un grand pas de franchi. Nous recevrons ce soir Abou Karamoko, directeur sportif et entraîneur du Paris Université Club Football et aussi formateur au district de football du Val-de-Marne et au comité de Paris. Sans oublier aussi Sébastien Abdelhamid, journaliste et influenceur dans cette émission. Le Paris Saint-Germain sera au menu aussi avec le club le plus puissant. Et oui, c'est en France financièrement au monde selon SoccerX. Nous nous attarderons sur l'Olympique de Marseille qui fait couler le LOSC hier soir du côté du stade Pierre-Mauroy. Sans oublier à Guamares, Moussa Marega du Porto qui a quitté le terrain à cause des cris raciste. C'est parti, Gogo Time Sport. Time Sport. Eh oui, n'oubliez pas de réagir au 01 53 48 3000 et aussi sur la twittosphère. Bien sûr, faut le rappeler, qui est avec moi ce soir pour m'accompagner, la ravissante Souela Latrèche. Comment ça va, Souela ? Ça va et toi, Bilal ? Ça va très très bien, Souela. Merci de m'accompagner en ce début de semaine avec le coach Tolé. Comment ça va ? Bien, impeccable. Ouais, on l'a toujours entendu. bien, lui. Ouais, lui, il est toujours bien. Après la victoire de l'Olympique de Marseille, mais en tout cas, lui... Même s'ils avaient perdu, j'aurais été bien. Là, je suis très bien. Je sais pas, moi j'ai reçu maintes de messages de certains et certaines consultants de cette émission qui est Time Sport. Et hier soir, je me demandais pourquoi. Un peu de rage, un peu de moquerie, aussi un peu d'enthousiasme avec ce 11 de Villas-Boas. Je sais pas si ça lui a fait plaisir. En tout cas, Nabil Zindi qui était du côté du stade de Pierre-Mauroy. Comment ça va, Nabil ? Bonsoir Bilal, bonsoir à tous et à toutes. Et ça a gazé du côté du stade Pierre-Mauroy hier soir, hein. Ça a gazé, ouais, une bagarre entre les supporters marseillais et lillois. Aïe, 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 on voit pas cela en Liga avec Juan José Dorado aussi, on en parlera. Comment ça va, Juan José ? Hola, buenas tardes Bilal, buenas tardes a todos. Et aussi Abdelhamed, comment ça va ? Salut Bilal, ça va très bien. Je suis content de retrouver l'émission ce soir. Eh ben nous aussi, et on va voir si tu seras tout à fait heureux jusqu'à la fin de cette émission, on l'espère, à l'approche de ce match fatidique. Et oui, le réalisateur sait plus où il est. Et le Paris Saint-Germain, on l'espère. En tout cas, ils ont décollé pour l'Allemagne en direction de Dortmund. Et oui, Inch'Allah qui gagneront, c'est bien ça, et rapporteront la fameuse Champions League, pourquoi pas le Paris Saint-Germain, mais aussi il faut penser aux supporters lyonnais. On a un peu oublié ces Lyonnais, oui les Guns, qui rencontreront eux la vieille dame italienne, la Juventus de Turin. On va s'attarder cette fois-ci, allez, sur la France métropolitaine avec Fouriani. Time Sport, le ras-le-bol. Eh oui, la présidente du collectif des victimes se dit satisfaite, Nabil, après le vote ce jeudi à l'Assemblée nationale de la proposition de loi visant à ne pas jouer le 5 mai en hommage à la catastrophe de Fouriani. Le collectif de victimes du drame de Fouriani donc a remporté ce fameux combat alors que les instances du football s'opposent depuis des années au gel des matchs le 5 mai, jour du drame, on le rappelle. De Fouriani en 1992 en Coupe de France, c'est bien ça le coach Tolé face à l'Olympique de Marseille. De Coupe de France. Oui, c'est ça. L'Assemblée nationale a donné raison ce jeudi aux familles des victimes, votant à la quasi-unanimité pour l'interdiction de jouer des matchs de football, de Ligue 1, mais aussi de Ligue 2 et aussi nationale. Ce 5 mai, le Sénat doit désormais voter la conformité de la loi pour que celle-ci soit mise en application dès la saison prochaine. Enfin, un soulagement pour les familles des victimes. Il en dit quoi, Abdel ? Alors, franchement, je pense que ça aurait dû se faire bien avant parce que je vois pas ce que ça change pour les joueurs. En vrai, la Ligue 1, la Ligue 2 ou la Nationale, de pas jouer à cette date-là, la date où le drame est arrivé. Moi, je pense que c'est une bonne chose et que ça montre aussi que dans le sport, il n'y a pas que des résultats à chaque fois, il n'y a pas que de la compète, il y a aussi de l'union, surtout quand ça arrive dans une tribune. On sait qu'en tribune, c'est les supporters qui sont présents. C'est eux qui encouragent, qui font parfois basculer un match. Donc, c'est un drame qui est arrivé. Et moi, je pense que c'est une très bonne initiative qui a été prise. Et j'espère que le Sénat va accepter et mettre en place l'année prochaine cette réforme, entre guillemets. Le coach Tolé, concernant cela, en fait, la cette catastrophe. C'est pourquoi ils se retrouvaient à être opposés à cette demande. Moi, c'est la question dont je me pose. J'aimerais avoir... la réponse, on ne l'a pas, ça sera toujours ambigu, on le sait. C'est vrai. Mais oui, toujours. Mais non, après, ce qui est sûr, c'est que voilà, comme le dit Abdel, c'est un événement tragique qui a marqué
le football français, le football en général et bien plus encore. Et puis là, on parle quand même d'humains qui ont disparu ou qui ont eu ce traumatisme à vie. Donc voilà, je sais que du côté de Marseille aussi, on était pour que la décision aille dans ce sens-là. Donc c'est bien. Pour moi, c'est un juste retour des choses et c'est peut-être une manière, on va dire, de faire le deuil pour certaines familles aussi, quoi. Ouais, Juan José Dorado. Oui, effectivement, d'ailleurs, la première question, comme tu as dit, c'est de savoir pourquoi il a fallu attendre 28 ans et pourquoi il faut que ça soit par une loi, parce que ça aurait été pris, cette décision aurait pu être prise avant par la Fédération française de football et la Ligue 1 pour ne pas faire jouer des matchs à ce moment-là. Mais il faut savoir deux choses, c'est que si ce n'est pas une loi, à ce moment-là, cette date reste toujours dans le calendrier. Vous savez que là, ça concerne les matchs de Ligue 1. Donc, vous l'avez signalé, mais pas les matchs européens. Parce qu'il n'y a pas tellement de dates aujourd'hui pour jouer des matchs, puisqu'il y a une surenchère et vraiment des matchs des football. Donc, il y avait un problème à gérer, c'est que le calendrier est petit, il y a très peu de dates. Et si vous en éliminez déjà une, ça peut devenir compliqué. En passant par une loi, ça simplifie le problème. On ne joue plus. C'est fini. Il n'y a pas la possibilité de revenir en arrière a priori. Nabil, Marseille, avec cette catastrophe à l'époque, à l'opposant au Sporting de Bastia. Non, c'est une bonne chose. Et cette catastrophe. C'est une bonne chose, il fallait le faire bien avant. Effectivement, moi je trouve que c'est une bonne idée. Après, voilà, il y a toujours eu des incidents. Je pense à Amiens, je crois, à la Licorne. Aussi. Il y en a eu en France. Ouais, il y en a eu pas mal. Et pour avoir été au stade Pierre-Mauroy hier, super beau stade, magnifique. Franchement, mais il y a eu des chapeau. problèmes aussi là-bas, à un moment donné. Ouais, bien sûr. C'est pas effondré la tribune Pierre-Mauroy, ça va encore. Non, je disais à Amiens, à la Licorne, il y a eu un problème. C'est vrai. Quand les supporters ont poussé, etc. Et puis la barrière est tombée. etc. Donc, par contre, hier j'étais au stade Pierre-Mauroy qui est magnifique, c'est un stade super beau. Franchement, c'est une enceinte comme Orange Vélodrome. D'ailleurs, c'est super. Non, mais franchement, c'est juste incroyable. Il y avait du vent, il y avait une intempérie, mais juste exceptionnelle. Hier, ils ont fermé le stade, une ambiance magnifique, toutes les conditions réunies pour avoir un beau spectacle. Donc effectivement, on parle du jeu, mais il y a également les infrastructures. Et effectivement, il faut améliorer tout ça, ce cadre aussi. Et là, en l'occurrence, j'espère que les instances vont prendre les bonnes décisions. Et là, en l'occurrence, la première bonne décision, c'est que pour ça, on a attendu 28 ans, mais c'est vrai qu'après le drame des Furiani, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises pour assurer donc la sécurité dans les stades. Et jusqu'à là, effectivement, les tribunes occasionnelles qu'on mettait en place pour certains matchs, tout ça, ça a été renforcé, ça a été interdit pour certains stades. Donc, au moins, ce drame a apporté un peu plus de sécurité dans les stades, même si on peut aller toujours beaucoup plus loin. Mais ce qui s'est passé il y a 28 ans ne pourrait plus se reproduire aujourd'hui. Au moins, ça ne devrait plus se reproduire. Ça a été assez impressionnant, Juan José. Tu as dû être même beaucoup plus jeune, mais quand même, il faut se rappeler, oui, 85, il faut juste se rappeler 85. Ouais, aussi. Donc, ce qui s'est passé à Issel, ce qui s'est passé après donc, à Furiani. Donc, on est passé d'une finale à un match de championnat en France, mais le résultat est le même, des infrastructures qui ne sont pas du tout adéquates, avec un terrain qui est plein. Et donc, voilà, il y a des drames, il y a des morts, il y a des blessés. Et tous ces drames aident, en quelque sorte, effectivement, après, à éviter que ça se reproduise. Donc, depuis 92, on n'a pas eu des drames semblables en nombre. Bien sûr. Donc, au moins, on a appris quelque chose de tout ça. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a différencé, justement, à prendre en compte, parce que c'était peut-être le sujet tabou dans le sport français. Et aujourd'hui, encore est tabou. Mais le problème, c'est le drame de Furiani. Mais et puis on a oublié ce qui s'est passé donc en Angleterre au milieu. Donc entre 85 et 92. Donc l'histoire, c'est vrai, c'est qu'à un moment donné, tant qu'il n'y a pas de drame, on pense qu'on peut toujours remplir un stade un peu plus, qu'on peut mettre des infrastructures occasionnelles parce que tout le monde pense que la faute est toujours de celui d'à côté. Rappelez-vous ce qui s'est passé donc à Furiani. C'est pas la faute du stade, c'est la faute du mec qui a construit la tribune. C'est lui qui devrait être responsable. En fin de compte, les uns et les autres, ils sont tous responsables parce que tout le monde voulait faire de l'argent sur ce match. Le résultat, voilà, c'est des morts et c'est des blessés à vie. Et c'est qu'on a dû attendre 28 ans et une loi obligatoire pour effectivement rendre hommage, en quelque sorte,
aux victimes de 92. Ce qui est plus, je me souviens, moi j'étais bien plus jeune, mais c'était quand même en direct. La rencontre avait lieu, devait avoir lieu sur TF1, donc tu as le premier direct avec c'est nos confrères de TF1, c'est ça, avec PPDA à l'époque, et en fait ils reviennent au stade pour dire qu'il y a eu un drame, et donc le match n'a pas eu lieu, et au contraire ce qui avait marqué les esprits, c'est que le terrain avait été véritablement englué de personnes. C'était vraiment horrible. C'est vraiment horrible, ouais. Ah, c'est incroyable. Ouais. On va passer à notre invité de ce soir, sans oublier justement ce drame de Fouriani, à qui nous pensons, à toutes les familles des victimes et tous les supporters du football en règle générale en France, même ailleurs, dans le monde entier. Et il faut se rappeler de ce 5 mai 1992, et il ne faut pas l'oublier. On va s'attarder cette fois-ci avec Monsieur Karamoko. Time Sport. Et on va voir si Claude Tollet serait prêt à dégainer. On va voir sur la formation. On rappelle Abou Karamoko, directeur sportif et entraîneur du Paris Université Club Football, formateur aussi au district de football du Val-de-Marne et au comité de Paris. Bonsoir Abou, comment ça va ? Bonsoir à toi, ça va très bien, merci. Vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Abou, justement, on va s'attarder comment concilier, votre vie professionnelle assez dynamique, assez dense, et votre fonction bénévole au sein de ce comité dit de Paris. C'est pas facile parce qu'effectivement on court un peu à droite à gauche, on est amené à être tout le temps sur les terrains, on débauche pas mal d'énergie, mais on aime ça. Je suis un vrai passionné, donc voilà, j'arrive à allier le tout, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation. Oui, l'organisation justement, avec tout ce qui est des centres de formation. On n'en a pas tellement, mais plutôt ces jeunes écoles de foot en région parisienne, une pépinière dans le football mondial. Déjà, pouvez-vous nous expliquer d'une certaine manière ce que représente ce comité de Paris pour tous les auditeurs et les auditrices de Beurre FM? Alors, le comité de Paris, c'est DPF. C'est ce qui va être le prochain district parisien. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'à Paris, il y a la Ligue de Paris et il y a plusieurs districts. Donc tous les départements ont un district, sauf le 75. Voilà. Et d'ici la saison 2021-2022, il va y avoir la création du premier district parisien. Et Paris aura toutes ses équipes au niveau départemental. Et ça va donner la possibilité à beaucoup plus d'équipes parisiennes d'accéder au niveau régional. Ouais. Monsieur Karamoko, justement, Abou, on va s'attarder avec vous aussi sur cette évolution du football féminin. Qu'en pensez-vous, vous formateur que vous êtes? Alors, avec la Coupe du Monde, cette phase finale qui a eu lieu en France cet été. Le résultat est logique. Le résultat est logique. On se fait sortir par les Américaines. Elles ont le niveau, elles sont au-dessus de nous, et faut savoir effectivement que le football en France se développe petit à petit, contrairement à ce qu'on nous dit. Moi je le vois parce qu'effectivement, par exemple chez les garçons en départemental 1, il y a 3 arbitres officiels. En régional 1, nous on n'a qu'un arbitre. Et on dit qu'effectivement le football féminin se développe, mais on est encore très très loin des points qu'on peut atteindre. Justement, Abou, comparé à nos voisins européens, par exemple les Anglais, les Allemands et même aussi les Espagnols, où en est-on vraiment? Comment on se situe, la France, pour moi, football féminin? Au niveau du football féminin, oui, on a un très gros club qui est Lyon. Faut pas se raconter. Oui, Lyon, Montpellier aussi. Voilà, Lyon, Montpellier, précurseur avec Loulou Nicolin. Voilà, et puis voilà, point. Parce qu'effectivement, les clubs ne mettent pas ou peu de moyens dans le football féminin, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'enjeux entre guillemets chez les garçons, et ils ne priorisent pas le football féminin, alors il y a tellement d'axes d'amélioration qu'on pourrait apporter juste en mettant un peu plus de moyens, quoi. Mais on va voir le coach Tollet, les réactions avec Nabil Zindig, justement, enfin connaisseur aussi du football féminin. Alors justement, Nabil. Non, il a bien dit les choses, hein, effectivement. Moi, j'y crois pas du tout. Comme je t'avais expliqué, Bilal, depuis 2010-2011, c'est marrant, parce que j'étais commissaire de foot également au district du 94. Notre conseil sportif. Laurent Piombo à l'époque. Donc voilà. Et je m'en souviens, on avait reçu Gaëtan Tinet pour les Jeux Olympiques de Londres. Et puis on parlait, ça fait donc à peu près 10 ans, on parle de ça, de développer le football féminin. Je vois que c'est faux, qu'il y a quelques clubs aujourd'hui comme PUC
comme le Paris FC, comme la VGA Saint-Maur ou d'autres clubs qui essayent de développer notamment des équipes féminines chez les jeunes, hein, parce qu'il faut savoir que les filles âgées de 11-12 ans, il n'y a pas assez de filles, je crois, pour faire une équipe. Exactement. Donc du coup, elles jouent avec les garçons. Exactement, dans plusieurs clubs, c'est comme ça. Donc ça pose aussi un problème de vestiaire. Voilà, on peut pas... Je sais pas, tu peux nous expliquer aussi alors, au niveau de la formation aussi, parce que c'est pas la même motricité, c'est pas peut-être pas... Pour moi, il faut mélanger, je pense, filles et garçons, toute façon. À un moment donné, il faut le faire, il faut commencer plus tôt pour que, effectivement, on le voit, nous, les filles qui sont là-haut et qui, en termes de motricité, vont plus vite et sont plus puissantes, c'est la plupart des filles qui ont joué dès le plus jeune âge avec les garçons. Donc, je pense qu'il faut les mélanger et apporter cette mixité dès le plus jeune âge. Après, il y a de plus en plus de clubs qui cherchent à développer le football féminin, mais les moyens mis en place par les fédérations et les ligues sont trop maigres. Aujourd'hui, il n'y a même pas de championnat, je crois, chez les jeunes. Si, il y a des critériums, parce que effectivement, il y a de plus en plus de clubs qui mettent en place des équipes féminines, mais comme je l'ai dit, les moyens mis en place par les fédérations et les ligues sont même trop les clubs, moyens. Même les clubs. Parce que les éducateurs, je pense pas qu'ils sont... à l'époque encore, alors beaucoup moins maintenant, parce qu'on a de plus en plus d'éducateurs qui sont intéressés par le football féminin et qui vont de leur plein gré, mais avant, c'était les dirigeants. C'était les dirigeants, des gens pas formés qui entraînaient les filles. Abou, justement, comment expliquez-vous les difficultés rencontrées par certains coachs issus du monde amateur pour accéder au monde professionnel? On en parle tant dans cette émission au Time Sport, vraiment, avec Yacine, avec Kamel, même Achille ou Juan José. Beaucoup de copinage dans le football, beaucoup de copinage qui font qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entraîneurs. Vous avez eu sur le plateau il y a pas si longtemps, je crois, l'entraîneur de Bobigny, Imed Ama, qui a entraîné, qui aujourd'hui a de superbes résultats avec Bobigny. Mais il y a peu d'entraîneurs issus du monde amateur, issus du bas, sont valorisés et on leur donne peu leur chance, alors que je pense ont la possibilité de faire de très très belles choses. Et le problème, c'est ce copinage qui tue le football, tout simplement. Donc c'est un problème de réseau, tu penses? De réseau, et puis les fédérations qui mettent en place la Ligue, la Fédé qui met en place des process qui ne permettent pas aux entraîneurs issus du monde amateur d'atteindre les formations comme le DES, le DEPF, parce qu'effectivement c'est réservé à une certaine élite. On ne peut pas le donner à tout le monde aussi. On peut pas le donner à tout le monde, mais effectivement, on peut les gens y accéder, faire la formation au moins, et après si les gens se louent, c'est un examen, mais il faut laisser la possibilité aux gens d'y accéder. Et reste avec c'est nous. plus facile maintenant pour s'inscrire, non? Alors on peut s'inscrire, mais tu payes l'inscription à un certain prix et t'es pas sûr d'être reçu. Tu payes ton inscription, tout ça, l'inscription pour être reçu. Et ça donne même pas la possibilité de faire la formation derrière. Ah ouais. On va revenir avec Abou Karamoko dans cette émission qui est Time Sport, 19h, 20h, une courte pause, la première avant de retrouver notre invité, mais aussi le Paris Saint-Germain. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nenman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM jusqu'à 20h, toujours en compagnie de Souheila Latrèche, de Juan José Dorado, de Abdelhamed, le coach Tolé, Nabil Zindik, notre conseiller sportif, et aussi de l'invité de ce soir avec nous en plateau, Abou Karamoko. Justement, on revient avec toi, le coach Tolé. Une réaction pour notre invité? Oui, une réaction. Est-ce que j'ai des questions à poser? Je sais pas, mais non, mais c'est plus par rapport à ce qu'il vient de dire, par rapport à ce que tu as posé, par rapport au foot féminin. Ouais, les difficultés que tu as rencontrées, toi, en tant que coach féminin, par exemple. Aussi, quand même. Un peu ton expérience, quoi. En tant que coach de football, en général, déjà, quand le football féminin, comme il l'a dit, ce qui est délicat, c'est qu'on a du mal encore à s'y faire. Le football féminin avance quand même par rapport à d'autres sports collectifs. En France, c'est pas difficile au vu. Mais est-ce que les clubs mettent les moyens, par exemple? Est-ce que ton club a mis les moyens? C'est pas une question. Alors c'est une question pour moi de mentalité. C'est souvent tout à l'heure t'as dit oui, par exemple, ça peut être un souci, le vestiaire, tout ça. Non, à toi de le terrain même, les créneaux horaires, etc. C'est une histoire. Ouais. Pourquoi ça doit être un problème? Les femmes ont envie, les filles ont envie de jouer, on s'organise pour. Faut pas que parce que les filles veulent jouer, c'est un problème. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et on est très dans ça un peu. Il y avait un club. Que je m'étais renseigné, bien structuré, ils m'ont dit mais on n'a pas les créneaux. C'est ça, c'est ce que je disais. Ouais, mais tu donnes pas les mêmes moyens. Moi, ça fait 10 ans.
d'avoir les créneaux. T'as ça et après t'as ce problème de mentalité et ça c'est une réalité aussi. Les femmes ça fait très peu de temps qu'elles sont dans le monde, qu'elles peuvent exercer leur sport librement, professionnel, travailler librement, t'as tout ça. Et ça faut que ça mette du temps aussi à arriver. Et dernière des choses, c'est qu'il y a quand même 40 ans d'écart aussi entre le football pratiqué par les femmes et les hommes et ça on l'oublie. Moi je suis pas dans ceux qui comparent, tu ne peux pas comparer. Et en comparant tu le tues encore plus. Voilà. Une réaction peut-être avec Abou. Non, il a raison par rapport à ce qu'il dit. Après, voilà, il faut mettre les moyens. Enfin, je me répète, mais il faut mettre les moyens. Il faut arrêter de penser que effectivement les femmes, elles n'ont pas le droit de pratiquer. On peut parler de discrimination ou pas? On peut parler de discrimination, on peut parler de mentalité, comme il disait. Il faut s'organiser. Voilà, il faut s'organiser par rapport à ça. Il faut laisser la place aux femmes autant qu'aux hommes, tout simplement. Et c'est bien dit, Abou. Oui, on t'écoute, Abdel. Une petite réaction pour Abou. Alors. Est-ce que le fait que toi, tu aies intégré, on va dire, le district, le CDPF et tout, est-ce que ça permet d'accélérer certaines choses? Est-ce que ça a plus de poids? Parce que Nabil disait que lui, par exemple, il y a 10 ans, on est au même point à peu près. Est-ce que toi, d'avoir intégré avec peut-être d'autres personnes qui coachent des féminines ou qui ont des structures féminines, est-ce que ça accélère les choses ou c'est encore au point mort, tu trouves? Oui, ça, on va dire, ça accélère plus ou moins dans le sens où effectivement, il y en a beaucoup qui se sont posé la question, mais pourquoi Abou tu vas coacher des filles? T'es très bien chez les garçons, pourquoi tu vas apporter ton expérience, etc. aux féminines? Et j'aurais dit, mais parce que j'ai envie de découvrir, j'ai envie de voir ce que ça donne, etc. Et j'ai plongé dedans, et les deux pieds, et je suis heureux. Et je pense qu'effectivement, il faut que les gens foncent dans ce football féminin et continuer à se battre effectivement pour essayer d'accélérer les choses comme tu dis. Oui, là. D'après toi, tu penses qu'il faudrait combien de temps pour arriver à ce que le football féminin il soit comme aux États-Unis, en France? Ah ouais, c'est pas mal aux États-Unis. Ah oui, c'est cool. Voilà, c'est cool. On la laisse quand même réagir. Changer les mentalités, c'est une question de temps. Je veux savoir. Il y a quand même une question. Est-ce qu'il a raison? Il y a une différence par rapport aux États-Unis qui est énorme entre l'Europe et les États-Unis. Oui, ça je. C'est une question de marketing. Vous voyez des films américains et vous voyez une scène et derrière un match avec des filles qui jouent dans un film, dans une série. En France, c'est très rare. Non, mais je me rappelle même. Ils ont banalisé en quelque sorte au jeu des Américains. Ils ont banalisé le football féminin. Il y a une scène dans un lycée et maintenant ce n'est plus systématiquement un match de football américain. Vous voyez des filles qui jouent au foot derrière. Il faut bousculer les mentalités. Et donc il y a aussi le marketing qui rentre. Mais on n'a pas compris en France encore comment ça se passe. Qu'il faut créer en fait des académies comme aux États-Unis, tu vois, passer par l'école et justement développer le football féminin. L'académie, pas faux. On accueille Paris 2024 aussi, faut pas l'oublier. Abou, quelles sont selon vous, pour terminer, les qualités requises dont doivent faire preuve le coach et les éducateurs aussi d'une structure amateur pour évoluer rapidement? Pour évoluer rapidement, une grosse capacité d'écoute, de remise en question sur soi-même. L'adaptabilité aussi, c'est important parce qu'on est dans un club amateur et il faut continuellement s'adapter et faire preuve de beaucoup de communication aussi, et d'humilité, je pense, pour progresser et aller se former. Faut pas l'oublier. Même Nabil est d'accord. Code Tolé, rapidement, la fin de cette interview. Il a tout dit. On en parlait tout à l'heure en off. C'est vrai que le football, le sport amateur, c'est extrêmement délicat. Et puis il y a un point qui est important, c'est que faut que le club soit structuré, faut qu'il y ait les bénévoles, il y en a de moins en moins. Ça devient de plus en plus compliqué. Ça, on n'en parle pas assez parce qu'on voit la lumière, on voit le football de haut niveau. Mais le football d'en bas, je sais pas ce que tu en penses, pour moi se perd, ça devient quand même assez les gens viennent chercher des défraiements, viennent chercher des sous et il y a moins cette envie je le ressens, je le vois, ils viennent chercher un défraiement tout simplement. Il y a moins cette envie de transmettre, de faire progresser un groupe. Et puis on a le sentiment que, tu sais, à l'époque, t'avais t'étais là pour te faire plaisir. Alors certes pour chercher un résultat, mais pour te faire plaisir, esprit de groupe, etc. Et là, en fin de compte, tu te rends compte dans le foot amateur, mais à tous les niveaux, district, régional, même un peu plus haut. Mais bon, après, quand ça structure, ça devient un peu plus intéressant. Et il y a plus de bénévoles, il y a plus cette mentalité, et t'as tout qui disparaît. Et c'est pour cela que moi, je suis parti de ceux qui disent que malheureusement, si on n'y met pas vraiment les moyens, c'est-à-dire encadrer réellement toutes les personnes qui sont amenées à gérer différents publics,
de la part des hautes instances, on va le tuer lentement mais sûrement. Et pour le moment, on n'en parle pas parce qu'on a un potentiel extraordinaire en termes de sportifs, en termes de football. Mais il faut faire attention. Merci le coach Tollet. Ah bon, on verra. En tout cas, ils n'ont pas fait attention. Le club le plus riche du monde, c'est parti. Time Sport, la victoire. Eh oui, le club le plus puissant financièrement au monde selon une étude. Et les infos de SoccerX. Justement, pour la première fois, le Paris Saint-Germain devance et arrive en tête de ce fameux rapport ex-Football Finance des 100, qui établit le top des 100 clubs les plus puissants, Nabil, financièrement au monde. À votre avis, cela fait-il une grande jambe, Juan Trocé, au PSG, de savoir qu'il trône à la tête de ce classement? Est-ce une fin en soi aussi, Abou? Lui qui est focus, voire obsédé par sa quête de la conquête de cette fameuse coupe aux grandes oreilles, la fameuse Champions League. On vous écoute. La Champions League, on l'aura un jour ou l'autre, c'est sûr et certain. Voilà, faut pas se leurrer. On a le projet met du temps. Faut pas oublier que le Paris Saint-Germain, c'est un club qui est tout jeune. C'est un club qui est jeune, voilà, ouais. Très clairement. Mais moi, je suis convaincu que cette année, ça peut être pour nous. Mais ouais. Ah, carrément. Voilà, ça fait ça. Ah oui. Et justement, Juan Trocé, à chaque fois, on entend la même musique, peut-être. Non. Par rapport à ce classement, c'est bien pour le PSG, sauf qu'il y a d'autres classements où il n'est pas le premier. Il est deuxième, enfin, il est troisième, voire quatrième. Donc, derrière des équipes espagnoles, qui sont les deux premières d'ailleurs, et des équipes anglaises. Donc il y a des classements pour tous les goûts, au niveau de la puissance financière. Elle est là forcément, cette puissance financière, mais cette puissance financière, par elle, tout seul, ça peut vous faire gagner une Champions League. Chelsea a mis quand même 6 ans à pouvoir la gagner. 10 ans. 10 ans 10 ans, Chelsea. Et des centaines, des millions pour pouvoir la gagner. Donc il y a encore de la marge pour le PSG, mais derrière cette puissance financière, il faut de la crédibilité. C'est l'un des problèmes encore, entre guillemets, par rapport à d'autres clubs, celui du PSG. Il y a des entraîneurs ou des joueurs, pour l'arrivée des Tuchel ou des Emery à un moment donné, tout le monde s'est posé la question, pourquoi d'autres grands entraîneurs n'ont pas voulu venir au PSG? Donc, il faut l'argent, il faut la crédibilité, et surtout... Le PSG est crédible quand même, Juan Trocé. Mais non, jouez-là, pas trop. S'ils n'arrivent pas à attirer des grands coachs. C'est un club jeune des années 70, mais à côté, vous avez des clubs jeune, maintenant c'est bon. Il a fait fusion avec le Matra. Mais petit à petit, ils vont l'avoir cette pour l'argent. Je suis pas d'accord pour l'argent parce que l'Ajax, ils ont pas d'argent et l'année dernière. L'Ajax, ils sont là. Ils ont déjà remporté la fameuse Champions League, Abou. L'Ajax. C'est vrai. A déjà remporté. Et je crois qu'ils n'avaient pas trop d'argent aussi à l'époque. Ouais, mais les années 70 n'étaient pas les années 2000. Non, mais l'année dernière, ils ont fait finaliste. Oui. C'est ça. Qui, l'Ajax? Non. Demi-finaliste. Abdel. C'est Tottenham qui était. Justement, qui était passé, oui. On l'écoute. Sur le Paris Saint-Germain, ça te fait plaisir, ça, de voir un club français? Ah, ça te fait pas plaisir? Non, tu sais. Ce qui compte, Non, il a raison. Ce qui compte. Oui, il n'y a pas de problème, le coach Tollet. C'est le terrain. Peut-être que ça va leur donner une petite confiance en eux pour demain. Est-ce qu'ils vont lire les journaux et voir qu'ils sont premiers chez SoccerX? Tant mieux. Mais après... Alors je verrais bien dans sa chambre Kylian Mbappé, si tu nous entends. Regardez le fameux... Oh, ben c'est super là. On est les plus riches. Bon, demain, Haaland va... Peut-être ça va les pousser à se réveiller, mais en tout cas, on ne peut pas dire ça. Bah, franchement, c'est être bon financièrement, c'est bien. Ils ont fait du marketing, c'est bien, mais ils ont des objectifs. Comment dire, dans le sportif, qui ne sont pas atteints du tout. La Coupe de la Ligue et tout. Franchement, on est lassé. Moi, j'espère que demain, ça va bien se passer et qu'on va aller loin pour la France surtout. On termine avec toi, Nabil, avant de passer à l'Olympique de Marseille et Lille. Je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit. Effectivement, l'argent ne fait pas tout. Tu n'arrives pas à attirer un grand entraîneur. On a eu Unai Emery qui s'est cassé la gueule à Arsenal. On a eu Carlo Ancelotti qui a été viré comme un malpropre à Naples. Donc voilà, le Paris Saint-Germain, Tuchel. Qu'est-ce qu'il a gagné, Thomas Tuchel? Vous regardez son CV, il va Walou. Championnat. C'est un bon entraîneur, Nabil. Non, on voulait José Mourinho, on voulait Zidane. Mourinho, il serait jamais venu. Ça fait sourire Juan Trocé. Après, pourquoi ils sont riches? Il faut dire pourquoi ils sont riches. Ils ont les joueurs les plus bankable. Ça, il le faut. Sur la scène européenne, le PSG, c'est quoi? Elle a pas tort, Sur la scène européenne, le PSG, c'est quoi? Ça représente quoi? Des joueurs bankable, mais de bons joueurs. Ils ont Neymar, ils ont Mbappé, c'est des joueurs bankable. Tu mets une paire de crampons, tu dis Neymar, il va jouer ce match-là avec ça, tu vas avoir 15 mecs qui vont venir te l'acheter. Des ravages, quoi, dans les boutiques. Écoute, bravo au Paris Saint-Germain d'être le club le plus riche du monde. Bravo
bravo, félicitations. Donc quand j'ai les Parisiens qui me sortent, mais nous on est le club le plus riche. Ah bah c'est magnifique. Bienvenue. Oh non, quand même. Allez, on passe. Ça va nous faire plaisir. La manita. Merci. Bienvenue quoi. Marseille a pris 5. Oui. Justement, on va s'attarder sur Marseille. Time Sport. Le duel. Et voilà, vous l'aurez compris, le réalisateur n'aime pas l'Olympique de Marseille. C'est pour ça qu'il s'est attardé. Merci, réalisateur. Le coach Tollet, hier soir, stade de Pierre-Mauroy. Nabil y était, justement, on va en parler avec lui et avec toute l'équipe de Time Sport. D'ailleurs, le 01 53 48 3000 pour réagir. Dans un petit moment, on aura Sébastien Abdelhamid, le second invité de cette émission, pour parler de Maringa et le championnat portugais. Marseille, Villas-Boas fait plaisir à ses supporters. Très fort dans ce qu'il fait. Je parle pas bien sûr au niveau du jeu, parce qu'il y en a qui pensent que le foot c'est comme à FIFA. C'est dans sa capacité à gérer un groupe, je le rappelle, qui avait la tête à l'envers au mois d'août. On part un petit peu dans l'inconnu, effectif limité en termes de joueurs, mais pas en qualité. C'est quand même, il y a quand même une grande majeure partie de joueurs qui ont effectué une finale de Ligue Europa. Et qui a réussi à relancer des joueurs qui étaient complètement à la cave. Et là où tu vois la qualité de ce gars-là, surtout, c'est quand tu as un mec qui n'avait pas cadré une frappe depuis le mois de septembre, qui jouait pas forcément à son poste, qui donnait toujours tout, même si il avait des miettes de ballon. C'est Valère Germain, par exemple, qui permet à Marseille d'égaliser et de transmettre cette passe D. Ça veut dire que dans sa capacité à gérer un groupe tout au long, au quotidien, et ça on s'en rend pas compte, c'est où le mec il a réussi à fédérer, il a réussi à être très fort, même si on sait que voilà, on dit Germain, c'est le partenaire idéal, etc. Ça reste un joueur pro, on peut dire tout ce que l'on veut, critiquer, moquer, mais dans un moment où dans un match crucial aussi important qu'hier, et ben le gars qui est critiqué, il est là. Pourquoi ? Parce que le groupe lui fait confiance, parce que le coach lui fait confiance, et ça c'est très très important. Sinon, il y a d'autres points positifs, mais ça c'est quand même un des symboles. On le garde. On aura aussi Abou la réaction sur cet OM et aussi sur ces Lillois de Galtier. Oui, d'accord. Ça leur en fout, Abou, mais non. Je suis désolé. Aujourd'hui, effectivement, la chance que Marseille a, c'est que on a des équipes comme Lyon, Rennes, un peu faibles. Voilà, non, sur le parcours européen, qui ont laissé quelques plumes, mais effectivement qui n'ont pas pu se concentrer, comme Lille, voilà, qui n'ont pas pu se concentrer pleinement sur le championnat. C'est ce qui fait qu'ils font un bon parcours là, tout simplement en Ligue 1, mais je suis désolé, Marseille, avec la prestation d'hier, ils ont failli prendre le bouillon. Entre ces Dorado, Nabil va nous donner un mot aussi avec limité. On savait depuis le début de saison qu'ils n'étaient pas candidats à gagner la Ligue 1, et on les retrouve quand même 12e et 11 points du 3e. Ça, on l'oublie rapidement, à 11 points du 3e. Donc, il y a une dynamique qui s'est enclenchée depuis plusieurs mois avec Marseille. Ils jouent peut-être pas très bien, c'est pas flamboyant, c'est parfois soporifique, mais ils sont dans une belle dynamique. Et puis Villas-Boas, il a quand même réussi à bien comprendre son groupe. Et il y a le cas d'Amabi, on en parlait en antenne tout à l'heure. Un mec qui était, on disait, bon, il va plus jouer avec Marseille, il a réussi à le faire réintégrer le groupe, à le faire monter en puissance et à pouvoir l'utiliser. Exactement. Donc, quelque part, c'est pas beau ce qu'on voit à Marseille, mais aujourd'hui, avec un effectif limité et un jeu qui n'est pas flamboyant, ils sont 12e à 11 points du 3e. Je crois que là, les résultats sont là. Exactement. Bien son boulot. Nabil, on t'écoute. Nabil. Non, faut arrêter. Nabil. Pour les Marseillais. Je suis désolé. J'étais au match hier, c'est limité dans le contenu, dans le jeu. Franchement, on s'en fout un moment en fait. Mais non, mais c'est fait. On s'en fout. C'est fait. On s'en fout. Ça Mandanda. Lille, le LOSC hier, ils auraient pu plier le match en première mi-temps. Il y a eu 2 arrêts magnifiques de Steve Mandanda. Pourquoi ? Sur Loïc Rémy aux Osimhen. Pourquoi ? Loïc Rémy, il a même pas à 8 mètres du but. En une touche. Mais ça, c'est le foot, ça s'en met pas à sa place, ça, pour savoir. Et donc, ça joue un gardien quand même. Mais oui, mais justement. C'est Mali qui a fait le. Là, vous parlez de Villas-Boas. Mais non, moi, je te parle la plus importante, c'est dans la tête. Moi, je vois dans le jeu, hier, je voyais mais on le sait. Mais on s'en fout. Marseille est venu. Hier, Marseille est venu. Voilà, petit bras. Ils ont voulu faire un hold-up, ils l'ont fait, point barre. Ils se sont réveillés quand il a marqué. Ils se sont réveillés. Tu crois que ça arrive comme ça ? Tu crois que ça arrive comme ça, comme à FIFA ? Tu mets 5 joueurs derrière. Pourquoi pas ? Ça peut. C'est pas ça. Abdel, on t'écoute. Tu peux. Rapide, Abdel. Bon, moi, ça s'énerve. Non, mais pas. T'inquiète pas, on va revenir à toi.
Nabil, par rapport au jeu. Alors, non mais parce qu'on critique Lyon aussi par rapport au jeu. Il y a eu des coachs comme Marseille. Ils ont 3 défaites. Les mecs comme Bielsa, ils ont apporté des choses. Ils ont apporté du jeu. Ils ont peut-être pas eu les résultats qu'a eu Villas-Boas. Non mais il a expliqué à vous aussi. C'est parce que Lyon aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est un Monaco. Merci Nabil. Merci le coach Tollet. Merci Abdel. On n'a plus le temps. Une dernière pause s'impose. Merci. Voilà, on a coupé le micro du coach Tollet. C'est tant mieux comme ça. Et place à la dernière pause avant de revenir avec le second invité. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie de cette émission, 19h-20h, c'est votre quotidienne sportive sur l'antenne de Beurre FM. Time Sport, le 01 53 48 3000, le numéro du standard, toujours en compagnie de Souhela Latrèche, de notre invité de ce soir. Et oui, c'est Abou qui est avec nous, on le rappelle. Abou Karamoko, directeur sportif et entraîneur du Paris Université Club Football et fondateur aussi au district de football du Val-d'Orman, de Marne, et au comité de Paris. Justement, toujours avec Juan Trossé, Abdel et le coach Tollet, sans oublier Nabil, on va s'attarder sur la dernière partie de cette émission, la dernière rubrique. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, Guamarech Moussa Marega de Porto a quitté le terrain à cause des cris racistes, excédé, en colère, pas calmé par ses coéquipiers ni par les mots de son entraîneur. On le rappelle, ancien international et gloire du football mondial Sergio Conceição. Moussa Marega a quitté le terrain à la 71e minute sur la bronca du stade de Guamarech à la suite des cris racistes à son encontre. Ces derniers sont pris aux joueurs du FC Porto après son but inscrit à l'heure de jeu. Et justement, pour en parler aujourd'hui, on est avec Sébastien Abdelhamid. Je le rappelle, animateur TV, journaliste et comédien chez nos confrères aussi de Click TV. Bonsoir Sébastien, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va très bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci à vous. Vraiment, merci à vous Sébastien. Abdelhamid, justement, on va s'attarder. On a trop vu d'excès dans le football, que ça soit en France ou même en Angleterre ou encore en Italie et j'en passe dans tous les grands championnats européens. Aujourd'hui, que faut-il faire pour éradiquer le racisme tout court dans le sport ? Alors, j'ai pas de solution miracle, mais comme vous l'avez dit en préambule, évidemment, on l'a trop vu, et dans n'importe quel championnat, quasiment tous les championnats, en tout cas les grands championnats européens, ont été touchés par ce genre de pratiques honteuses et vraiment horribles. Sauf qu'aujourd'hui, on a des fédérations, des clubs, on a des institutions qui se cachent toujours, qui font de belles campagnes contre le racisme, no to racisme, tout ça. En fait, on n'en a rien à cirer de leur campagne. Ce qu'il faut, c'est des actes. Aujourd'hui, nous, en tant que fans de football, on a peut-être plus de solutions à apporter aux problèmes que les institutions elles-mêmes. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Il y a beaucoup d'argent en jeu, ça c'est une certitude et c'est peut-être ce qui les titille un petit peu. Mais moi, quand je vois Moussa Marega hier qui quitte le terrain, je l'applaudis. C'est ce qu'il faut faire. Il faut, à un moment donné, il faut arrêter d'être dans le bluff et dans l'apparence. Les belles campagnes, les beaux mots, les discours, c'est bien. Mais où sont les actes ? Je vois pas les actes, sincèrement. Et quand je vois ses coéquipiers qui le retiennent, etc., ok, je peux comprendre l'aspect sportif, etc. Mais là, on a dépassé l'aspect sportif. Si on n'agit pas de manière forte et ferme, il n'y aura jamais rien. Parce que on le sait, ça fait combien d'années, ça fait des décennies que ça dure. Alors ça a été un petit peu assaini dans certains championnats, que ce soit en Angleterre, en Italie, etc. Mais il y a encore un racisme présent. Là, on le voit aujourd'hui au Portugal. C'est indigne, c'est indigne. Déjà, le racisme n'a pas sa place dans la société, mais encore moins dans le sport, où c'est quelque chose qui doit fédérer. Donc là, pour moi, la solution, c'est agir concrètement comme l'a fait Moussa Marega hier. C'est-à-dire qu'il quitte le terrain, mais tous ses coéquipiers doivent le faire aussi. C'est pas faux, ouais. Et ce que je veux dire, c'est pas seulement les coéquipiers racisés. C'est pas un problème qui doit toucher seulement les joueurs qui sont visés par le racisme. C'est tous les joueurs qui doivent s'unir et dire attends, ça n'a pas lieu d'être, c'est indigne, on arrête. Point. Parce que en plus l'arbitre le sanctionne après, etc. Mais c'est quoi ? C'est n'importe quoi. Ouais. Non, tant qu'on a vu des cris, on a vu des insultes, on a vu des jets de bananes, des choses ignobles.
Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Rien. Ouais. Des amendes, etc. Et ben si le match s'arrête, il y a une sanction financière qui est importante parce que notamment pour le diffuseur, tout ce qui s'ensuit. Là, oui, il faut arrêter le match. Il faut arrêter le match. Ouais. Sébastien Abdelhamid, on a une réaction avec nos consultantes et nos consultants dans cette émission avec Souela. Souela, on t'écoute. Ouais. Oui. Alors justement, toucher au portefeuille, c'est ça, les grands clubs. Instances, peut-être que les joueurs fassent grève. Je pense qu'ils peuvent largement se le permettre et qu'ils fassent grève pour se révolter contre tout ça. Que peut-être on cible les personnes qui font ces cris de singes, qui jettent des bananes, des choses comme ça, et qu'on leur interdise les accès à tous les stades, toutes les divisions confondues dans tous les pays, qu'on les sanctionne, parce que c'est une honte d'avoir des gens comme ça, au fait. Tout à fait d'accord avec Sébastien Abdelhamid. Réaction de Juan José Dorado. Je suis d'accord avec notre invité. Ouais. Et ce qui est blessant, ce qui est enrageant, c'est l'attitude hier des joueurs qui essayaient tous d'éviter qu'il s'en aille, quand l'attitude logique aurait été de le suivre, de partir avec lui. C'est très blessant. Notre invité le dit aussi. De voir effectivement un entraîneur, un international, un joueur international à un moment donné, essayer d'éviter qu'il s'en aille. Non, il aurait fallu partir. Et s'il était parti, si Porto, parce que c'était pas un petit club, c'était Porto. Si Porto avait fait ça, avait quitté le terrain, dans un pays où il faut rappeler qu'il y a effectivement une partie de la population qui est noire, à cause des colonies, mais il y a une histoire, sont des Portugais. C'est pas des étrangers qui atterrissent, non, ce sont des vrais Portugais. Donc peut-être que parce que c'était Porto, un grand club quand même, ça aurait fait réagir. Mais ce qui m'a fait mal, moi, c'est de voir ces joueurs de l'accompagner, en fait. Après, je pense que malheureusement, ils étaient dépassés, tout comme l'arbitre. Je pense qu'il avait. Dépassé, quand même pas. Ils étaient dépassés. L'arbitre. Sébastien Abdelhamid, il a si bien dit. Souela, non. On peut pas dire dépassé, justement, avec tous les faits qui se sont déroulés. On écoute l'invité. Ça fait des décennies que ça arrive. On peut plus se permettre d'être dépassé. C'est plus possible. Ça fait des décennies que ça arrive. Il faut trouver des solutions. De les toucher au portefeuille. Mais la solution, elle est là. Et sincèrement, comme un de vos consultants disait, si Porto avait agi concrètement et avait fait front, ça aurait peut-être donné un exemple pour la suite, pour les autres clubs. Aujourd'hui, j'espère, le seul truc positif que je veux retirer, c'est j'espère que l'acte de Moussa Marega, j'espère qu'il va faire union dans toute l'Europe et dans le monde entier, et que ça va donner peut-être à réfléchir. Parce que c'est important, il faut agir. Arrêtons le superficiel et les belles paroles. On peut plus se cacher derrière des paroles, et on peut pas dire que l'arbitre est dépassé, que les joueurs sont dépassés, parce que c'est quelque chose qui est devenu tellement commun. Donc il faut agir. Alors justement, on agit. Et Fatih et aussi Amine, des auditeurs fervents de cette émission, sont tout à fait d'accord avec notre invité Sébastien Abdelhamid. On aura aussi notre premier invité qui va en découdre concernant cette affaire. Nabil, on t'écoute. Agir, il évoque un terme, agir. On peut agir avec de la vidéosurveillance, avec du fichage, etc. On peut le faire. Bien sûr. Il faut le faire. Il faut le faire. D'accord. Donc quand j'entends, ça fait des années que ça dure. On l'a connu il y a pas longtemps en Ligue 1 avec Prince Désir Guano qui avait quitté le terrain avec Amiens, des défenseurs centrales d'Amiens, capitaine. Il y a 2 ans, même pas 2 ans. C'était la saison dernière. La saison dernière, il y a 1 an, voilà. Donc comment on peut faire ? C'est bien, il faut trouver des solutions. Mais après, est-ce que c'est le football qui va régler tous les problèmes que nous rencontrons dans notre vie quotidienne, au niveau des sociétés, au niveau du monde européen ? Parce que là, tu évoquais Lukaku. Évidemment que non. Voilà, c'est ça. Évidemment non, mais alors comment faut réunir. Alors, je suis désolé. Mais là, il y a ces 2 problèmes qui s'imbriquent en un seul. C'est-à-dire qu'il y a un problème sociétal, un problème d'éducation, un problème de réflexion. Mais à partir du moment où ça rentre dans le stade, ça doit aussi se régler dans le stade. Évidemment qu'en amont, ça doit se régler. Quand on a des exemples tels que certains politiques qui se permettent des mots et des phrases racistes assumées, évidemment que le problème est plus profond. Évidemment. Maintenant, à partir du moment où ça rentre dans le stade, ça doit aussi se régler dans le stade. On ne peut pas se défausser et dire oui, le problème est plus grave, il faut que ça se règle uniquement en amont. Pour moi, il doit évidemment être réglé en amont.
Mais à partir du moment où ça rentre dans le sport, il faut aussi prendre ses responsabilités. C'est pas faux. Sébastien Abdelhamid, réaction avec le coach Tolé. On t'écoute. Oui. Alors moi déjà, je voulais... Parce que j'ai eu pas mal d'amis portugais qui ont été offusqués et choqués un petit peu par... parce que malheureusement, ça leur arrive dans leur championnat. Après, tout a été dit. Le souci, c'est que la question dont je me pose, c'est que est-ce que les membres du football en ont strictement rien à faire et sont peut-être racistes? Quand même pas. Tu peux pas dire ça. Pourquoi pas? Attends, pourquoi? Parce que comme l'a dit Sébastien, ça fait une dizaine d'années que ça dure. On fait semblant, des sanctions que toi tu peux même payer de toi-même. Comme il dit la communication. Il y a un moment c'est bon. Non mais faut arrêter de faire semblant. Donc c'est que les gars. C'est qu'ils cautionnent, les mecs. Ils savent très bien ce qui se passe, ils cautionnent. Il y a tellement d'enjeux économiques, financiers qu'on ferme les yeux, mais tout le monde cautionne en fait. Et c'est toujours les mêmes qui prennent. On va donner la parole à Abou Karamoko, justement, qui est avec nous, invité dans cette émission, Sébastien Abdelhamid. Allez, réaction, on l'écoute. Je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Sébastien Abdelhamid et le coach Tolé, là, ils cautionnent. Pour moi, ils cautionnent parce qu'effectivement, il y a un règlement qui est sorti en 2009. On sait qu'il y a une procédure qui doit être mise en place quand on entend des cris, des chants racistes, des cris de singes dans les stades, une procédure d'arrêt de match en 3 étapes. Et l'arbitre, hier, dès qu'il a entendu les cris de singes, il aurait dû entamer la première étape. Il l'a pas fait et je pense que c'est pour ça que Moussa s'est dit en détresse, je dois quitter le terrain. Et il a bien fait. Et ça devait être refait, il doit le refaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, les politiques cautionnent et c'est pas normal. Il faut vraiment agir en sanctionnant le club, en sanctionnant les supporters qui le font, en arrêtant les matchs, et peu importe si ça doit coûter 15 000 euros, 20 000 euros, 1 million, peu importe, il faut le faire. Une dernière réaction avec notre consultant Abdelhamid et on terminera avec notre invité Sébastien Abdelhamid. Où le coach il veut faire rentrer un autre joueur noir qui était Vincent Boubacar, alors que son joueur qui est sur le terrain, il est victime de cris racistes et il veut quitter le terrain. Déjà, il y a un problème. Et on a vu par exemple en France là qu'il y a eu toute une campagne auprès des trucs homophobes, etc., avec des matchs arrêtés, des trucs. C'est des choses qui sont récentes, c'est des choses qui ont été dites dans les stades, qui sont même pas pour insulter ou quoi, mais il y a eu des décisions de prise. Je comprends pas pourquoi les mêmes moyens ne sont pas mis en place en ce qui concerne la xénophobie. Oui, réaction avec notre invité aussi pour terminer, Sébastien Abdelhamid. On vous écoute. Oui, je vais pas dire la solution, Sébastien, mais plutôt, ce qu'on pourrait vraiment apporter directement, comme elle disait Souela, de fortes amendes ou je sais pas moi, des rétrogradations de clubs quoi. En fait, la plus grande sanction, c'est d'arrêter le match. Parce qu'encore une fois, l'argent, il vient d'où principalement? Il vient des diffuseurs, c'est-à-dire de la télévision. Si un match est arrêté, tout le monde est perdant, c'est-à-dire les spectateurs, le téléspectateur et les clubs. Donc, à partir de ce moment, je pense qu'il faut frapper fort. Et c'est ce que le joueur a fait hier. Moi, je lui tire mon chapeau, encore une fois, parce qu'il a eu le courage de... Il y a la frustration, il y a le dégoût, je pense, qu'il doit ressentir, mais il l'a fait. Et on voit qu'avant, les joueurs avaient peur de faire ce genre de choses, de peur d'être sanctionnés, etc. Maintenant, il faut qu'ils soient soutenus par les clubs, par les fédérations, par les institutions. Et là, je rejoins un point de l'un de vos invités, c'est en disant que ça fait tellement de temps que ça se passe et qu'il n'y a pas vraiment de changement au niveau des institutions et de sanctions fortes. C'est qu'à un moment donné, si on n'agit pas, c'est qu'on cautionne. Alors, merci. Encore une fois, mais il faut agir. Merci Sébastien Abdelhamid. On remercie aussi Abou Karamoko, directeur sportif et entraîneur du Paris Université Club Football, formateur aussi au district de football du Val-de-Marne. Et sans oublier notre second invité de ce soir, Sébastien Abdelhamid, journaliste et aussi influenceur, pour toutes ces réponses et ces raisonnements. Rendez-vous demain à partir de 19h sur l'antenne de Beurre FM, la suite des programmes avec Café des artistes accompagné de Mourad.